Bonjour, je suis Estelle Duprat. Bonjour, moi je suis Israël Mendes. Cette session est dédiée à vous apporter des réponses aux questions posées sur la mobilité sur les secteurs de l'éducation des adultes suite au webinaire enregistré. Nous vous informons par ailleurs que vous trouverez sur le site monprojeterasmusplus.fr le guide du programme en version française ainsi que les guides d'aide à la complétion des formulaires de demande de financement et les guides d'aide à la construction de vos budgets. Également, la circulaire Erasmus+, publiée au bulletin officiel de l'éducation nationale, est accessible sur cet site web et les informations délivrées lors de cette session sont valables au 21 avril 2021 et elles sont susceptibles d'évoluer. Élément décisif pour préparer votre demande de financement sur l'action clé 1. Que vous prépariez une demande de financement dans le cadre d'une accréditation ou que vous prépariez un projet de mobilité à court terme, bien comprendre les activités finançables est l'élément de base de la trame de votre candidature. Commençons par notre nouveau groupe cible pour l'éducation des adultes, les apprenants. Rappel, qui sont les apprenants adultes? Toute personne de 18 ans et plus en situation d'apprentissage formel, non formel ou informel, non professionnalisant, qui désire améliorer ses connaissances, perfectionner ses compétences afin de les réinvestir dans une participation active à la société, dans une perspective personnelle, sociale, citoyenne, culturelle et ou professionnelle. Dans le secteur de l'éducation des adultes, seront prioritairement soutenues les personnes peu qualifiées, de niveau 1 et 2 de qualification, ou non diplômées, et les personnes en situation ou en processus de désocialisation, en raison d'un handicap, de problèmes de santé, de difficultés éducatives ou d'apprentissage, de différences culturelles, d'obstacles économiques et ou sociaux et ou géographiques. Alors, quel type de mobilité pouvez-vous envisager dans vos projets d'action clé 1? Uniquement de la mobilité sortante. Vous ne pouvez pas accueillir d'apprenants dans un projet de mobilité pour l'éducation des adultes. Deux types de mobilité sont possibles. La mobilité individuelle des apprenants adultes à des fins d'éducation et de formation. Les apprenants adultes peuvent effectuer un séjour à l'étranger au sein d'une organisation d'accueil afin d'améliorer leurs connaissances et leurs compétences. Un programme d'apprentissage individuel doit être défini pour chaque participant. Le programme d'apprentissage peut comprendre une combinaison de différentes méthodes d'apprentissage, formelles, informelles ou non formelles. Plusieurs participants peuvent se rendre sur le même lieu de mobilité au même moment. Ce qui qualifie la mobilité d'individuelle est le programme d'apprentissage personnalisé que le participant va suivre. Second type de mobilité, la mobilité de groupe pour les apprenants adultes. Un groupe d'apprenants adultes est composé d'au moins 2 personnes. Il n'y a pas de nombre de participants maximum. Les activités peuvent comprendre une combinaison de différentes méthodes d'apprentissage, telles que l'apprentissage par les pairs, l'apprentissage en milieu professionnel, le volontariat et d'autres approches innovantes. Le contenu des activités de mobilité de groupe devrait être axé sur les compétences clés des apprenants adultes ou sur les dimensions du programme relatives à l'inclusion à la diversité, au numérique, au développement durable et à la participation. Des formateurs ou éducateurs qualifiés issus de l'organisme d'envoi doivent accompagner les apprenants pendant toute la durée de l'activité. Les activités de mobilité doivent permettre aux participants de percevoir des changements positifs, de se rendre compte qu'il ou elle a appris des choses, d'avoir un sentiment d'accomplissement, et ce malgré une durée de mobilité qui pourrait être contrainte du fait d'obligations familiales et ou professionnelles. Maintenant, nous allons continuer avec l'autre public cible. Il s'agit des personnels de l'éducation des adultes.
Précisez la visée de chaque activité que vous décrivez. Développement de compétences linguistiques, pédagogiques, sociales, amélioration de la gestion de projets, échange de pratiques, acquisition de nouveaux outils et méthodes pédagogiques, intégration de la dimension européenne dans le projet de l'organisme. N'hésitez pas à joindre un programme détaillé de vos activités et un calendrier, par exemple. Vous vous questionnez beaucoup sur les définitions des différentes activités pour les personnels de l'éducation des adultes qui sont éligibles au financement. La période d'observation en situation de travail est une activité qui permet au personnel de l'éducation des adultes d'observer les pratiques des pairs, de collègues à l'étranger, dans toute organisation active dans le domaine de l'éducation des adultes. Les cours et formations. Ces activités soutiennent le développement professionnel du personnel de l'éducation des adultes. Le choix du programme de cours est de la responsabilité du porteur de projet et du participant. Il convient de bien s'assurer que les programmes proposent bien des cours structurés, c'est-à-dire des programmes de cours. Les frais de cours s'appliquent uniquement dans le cadre de journées consacrées à des cours structurés, donc avec un programme de formation, ou à des séminaires de formation. La participation à une conférence n'est ici pas éligible. Les missions d'enseignement ou de formation, ces activités permettent au personnel des organisations d'éducation des adultes d'enseigner ou de dispenser des formations dans une organisation partenaire à l'étranger. Il n'est pas attendu de réciprocité. Un personnel peut-il effectuer une période d'observation dans plusieurs structures? La réponse est oui, mais attention à la visée pédagogique de la mobilité. Multiplier les activités sur une courte durée peut perturber l'acquisition de compétences. Doit-on déclarer tous les organismes d'accueil dans la candidature? Alors, pour les périodes d'observation en situation de travail et les missions d'enseignement, d'un point de vue qualitatif, il est conseillé d'avoir identifié au moins un organisme d'accueil au moment de la candidature. Ainsi, l'évaluateur sera rassuré sur la faisabilité des activités. Dans le cadre des cours et formations, même si vous n'avez pas encore identifié une structure précise, vos besoins et objectifs de formation devront être clairement définis dans la candidature. Les organisations peuvent inviter des formateurs, des enseignants, des experts en politique ou d'autres professionnels qualifiés en provenant de l'étranger qui pourront contribuer à améliorer l'enseignement, la formation et l'apprentissage au sein de l'organisation d'accueil. À titre d'exemple, des experts invités peuvent dispenser des formations au personnel de l'organisation d'accueil, présenter de nouvelles méthodes d'enseignement ou faciliter les transferts des bonnes pratiques en matière d'organisation et de gestion. Pour répondre à la première question, un expert peut-il être accueilli pour donner une conférence sur une thématique particulière? La réponse est oui, en tenant compte que les activités menées par l'expert se déroulent toujours au sein de l'organisation bénéficiaire, membre du consortium inclus. Quel financement pour accueillir l'expert invité? L'activité expert invité déclenche un forfait de 100 € pour l'organisation du projet, un forfait pour les voyages et un pour les frais de séjour. Dans le cas d'un projet de mobilité accrédité en consortium, le coordinateur fait la demande du financement de l'activité. Il reçoit donc la subvention pour prendre en charge la venue de cet expert. Voyons maintenant les questions que vous vous êtes posées sur les financements. Nombre d'entre vous ont été surpris de ne pas avoir à indiquer les destinations des mobilités dans le formulaire de candidature des projets de mobilité accrédités. Vous vous interrogez donc sur les modalités de calcul de la subvention qui devrait vous être octroyée. Ces éléments vous seront précisés dans la note fixant les règles d'allocation budgétaire qui devraient être publiées sur le site Mon projet Erasmus+ à la fin du mois d'avril.
Nous attendons actuellement une validation de la Commission européenne sur les contenus de cette note. Nous pouvons vous indiquer à ce stade que le montant de la subvention accordée dépendra tout d'abord du budget total disponible pour le secteur éducation des adultes sur l'action clé 1, c'est-à-dire 6,3 millions d'euros. Il dépendra bien entendu des activités demandées et des forfaits financiers correspondants. Et ce montant dépendra également du plafond minimal, alors, du plafond maximal, mais aussi du minimum qui pourra être accordé aux candidats et qui sera fixé par l'agence. Enfin, le montant de cette subvention dépendra d'autres critères d'attribution spécifiques qui seront précisés dans notre fameuse note fixant les règles d'allocation budgétaire et qui sera publiée à la fin du mois d'avril sur mon projet Erasmus+. À noter, compte tenu du contexte sanitaire, il ne sera pas tenu compte de la performance passée pour l'allocation des financements 2021. Les contrats en cours peuvent donc être interrompus au moment jugé le plus opportun par les bénéficiaires, menés à leur terme avec un taux de réalisation non optimisé sans conséquence sur l'allocation des financements à venir. Pour cette raison aussi, il ne sera d'ailleurs pas opéré d'opération de redistribution pour les contrats 2020. Dans le cadre de la catégorie budgétaire voyage, comment bénéficier du forfait moyen de transport éco-responsable? C'est le trajet aller et retour avec mode de transport éco-responsable qui ouvrira droit au complément financier. Comment faire dans les formulaires de candidature? Pour les projets accrédités, indiquez un nombre moyen de participants utilisant ces moyens de transport. Pour les projets de mobilité de courte durée, vous trouvez une case à cocher dans la partie voyage. Rappel, la règle générale fixe un financement de 2 jours maximum, c'est-à-dire un jour avant le début des activités et un jour permettant le retour après la fin des activités. Si les participants utilisent un moyen de transport à faible émission de carbone, l'organisme pourra être financé à hauteur de 4 jours supplémentaires, donc 6 jours d'approche au total. Ce qui signifie un financement de soutien organisationnel et de soutien individuel sur ces 6 jours. Pour répondre à la deuxième question de comment est-il attribué ce type de budget, vous ne déclenchez aucune mobilité sans avoir signé votre convention de subvention avec l'Agence nationale. Sachez que les modalités d'attribution de ces compléments financiers moyens de transport éco-responsables seront détaillées dans les conditions particulières annexées à votre convention de subvention. Lisez-les attentivement avant de déclencher les mobilités. Voyons ensemble maintenant la notion d'inclusion et ce que ça implique au niveau financier dans vos projets. Alors, la notion d'inclusion dans le cadre du programme Erasmus+, ça s'appuie sur 2 éléments. L'inclusion au sens des objectifs du programme Erasmus+, définis par la liste publiée dans le guide Erasmus+, en pages 7 et 8 de la version française. Ce sont les obstacles potentiels qui pourraient empêcher vos groupes cibles de participer aux activités de mobilité. Conformément aux standards de qualité Erasmus+, les organisations qui reçoivent un soutien au titre du programme doivent s'assurer que les possibilités de mobilité qu'elles offrent sont accessibles aux participants de tous horizons, de façon inclusive et équitable. Si vos groupes cibles rencontrent un ou plusieurs obstacles listés et que vous en tenez compte tout au long de votre projet, dès la préparation au départ jusqu'au retour de vos participants, que cela est bien décrit dans votre candidature, votre proposition de projet sera pertinente pour la priorité spécifique suivante, soutenir les participants ayant moins d'opportunités. Vous avez donc plus de chances d'obtenir une subvention. Deuxième élément sur lequel la notion d'inclusion s'appuie, la possibilité d'ouvrir droit à des compléments financiers inclusion. Les 9 critères pour obtenir ces compléments financiers
sont définis dans la circulaire Erasmus+, publiée au Bulletin officiel de l'Éducation nationale. Le soutien est fourni sous deux formes. Un soutien à l'inclusion pour les organismes et un soutien à l'inclusion pour les participants. Qu'est-ce que cela signifie? Les frais d'inclusion pour les organismes sont un forfait de 100 € par personne, calculé donc selon le nombre de participants déclarés en frais d'inclusion. Ceci permet de couvrir les frais administratifs et autres frais mineurs des organisations. Il est possible de demander, en plus du forfait de 100 €, un financement additionnel au réel pour réaliser la mobilité dont les subventions standards ne sont pas suffisantes pour couvrir les coûts. Seront examinées en priorité les demandes concernant les situations liées à un handicap ou à une affection de longue durée, c'est-à-dire le premier critère que vous trouverez dans la circulaire Erasmus+, au bulletin officiel de l'Éducation nationale. Au stade de la candidature, aucun justificatif n'est à fournir. L'évaluation de la demande de financement va se baser sur la description des groupes cibles, les objectifs de leurs activités de mobilité et les résultats attendus, les effets que pourront avoir ces mobilités sur le parcours de ces publics avec moins d'opportunités. Bien entendu, ce sont des éléments qui seront vérifiés par l'agence tout au long de la vie du projet et plus spécifiquement au moment du rapport final. Nous avons évoqué dans les activités des apprenants la nécessité de faire appel à des accompagnateurs. La définition issue du glossaire du guide du programme Erasmus+ est en lien avec le secteur éducation des adultes. Les accompagnateurs, ce sont des personnes accompagnant les participants, apprenants, adultes ou personnels, dans une activité de mobilité afin de garantir leur sécurité, de leur fournir un soutien et une assistance et de leur faciliter un apprentissage efficace lors de l'expérience de mobilité. Un accompagnateur peut accompagner les participants ayant moins d'opportunités ou les jeunes ayant peu d'expérience en dehors de leur propre pays. Pour les apprenants du secteur éducation des adultes, les accompagnateurs sont des formateurs éducateurs qualifiés issus de l'organisme d'envoi. Pour répondre à la première question, en cas de demande d'accompagnateur, l'agence vous recommande de solliciter un nombre proportionnel de mobilités accompagnateurs par rapport au nombre de mobilités d'apprenants prévus. N'hésitez pas à expliquer dans votre formulaire de candidature ces besoins en accompagnement de vos groupes cibles. Nous vous rappelons que les montants des forfaits alloués aux accompagnateurs sont les mêmes que ceux fixés pour les personnels. Pour répondre à la deuxième question, les accompagnateurs peuvent également accompagner des mobilités du personnel si cela est pertinent et nécessaire. La réponse est oui. Les personnels peuvent être accompagnés s'ils sont participants ayant des besoins spécifiques, handicap ou affection de longue durée. Cette session est maintenant terminée. Vous pouvez poser des questions complémentaires ou des questions spécifiques à vos projets de mobilité sur promotion.educadulte@agence-erasmus.fr. Nous reviendrons vers vous dans les meilleurs délais. Nous vous remercions pour votre attention. À très vite.